On m'entend bien au fond? Je suis très content d'être avec vous. Je tiens à remercier Jazzy d'avoir organisé cette activité qui apparemment n'était pas évidente au pays de la liberté et des droits de l'homme. Avec Saïd, nous venons de faire une petite tournée dans le sud avec beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sollicitations et beaucoup d'échanges d'expériences intéressantes à Arles, à Martigues, hier à Marseille. Et je pense que c'est très très important d'être ensemble pour échanger nos expériences parce qu'on est en train de nous imposer et de nous habituer à trouver comme normal un monde où on massacre délibérément des femmes et des enfants, où on assassine des médecins parce qu'ils sont médecins, des journalistes parce qu'ils sont journalistes, des secouristes parce qu'ils sont secouristes, où on détruit des écoles, des mosquées, des musées, où on veut chasser toute une population et effacer ses traces, et on nous appelle ça la démocratie, et on veut nous habituer au fait que c'est normal. Et j'insiste, il ne s'agit pas seulement des Palestiniens, on est dans un système où des élites économiques, des multinationales, pour les appeler par leur nom, veulent absolument garder leur domination sur le monde, empêcher qu'il y ait des forces de même puissance et rester les maîtres du monde, les maîtres des richesses, les maîtres de la main-d'œuvre. Et donc les Palestiniens se battent pour eux et pour nous tous. Et vous avez certainement l'expérience que ce sont des discussions pas faciles. Et je crois que pour arrêter le génocide, on a besoin d'avoir beaucoup de gens dans l'action. BDS est clairement une action très très importante qui fait peur et qui fait mal à Israël et à ses alliés. On l'a vu avec Carrefour, avec McDo, avec Starbucks, des problèmes économiques, des déficits, et il faudrait le faire encore beaucoup plus fort. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux encore à faire BDS? Je pense à cause du 7 octobre. Je pense que le 7 octobre a été une journée historique qui a marqué un pas en avant pour la lutte du peuple palestinien et qui a marqué aussi une étape dans le changement des rapports de force dans le monde entre l'Occident, les États-Unis, l'Europe et le monde arabe, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'ensemble du monde. Je crois que c'est en train de changer les rapports de force et justement, à cause de ça, ils veulent absolument recourir à une répression de plus en plus forte là-bas et ici. Et ce qui est en train de se préparer ici sera ensuite effectué dans toutes les luttes sociales et démocratiques ou environnementales, que ce soit en France, et malheureusement, vous êtes un peu l'avant-garde de l'Europe, et j'ai bien peur que ça en arrive aussi dans mon pays et ailleurs. Et pourquoi le 7 octobre me semble la première clé pour débloquer l'action? Parce que le 7 octobre a été présenté par un récit médiatique comme une action terroriste qui montrait que les combattants palestiniens, les résistants palestiniens étaient des monstres qui décapitaient les bébés, qui violaient les femmes en masse comme stratégie de guerre et qui se ruaient en Israël pour tuer un maximum de gens. Ces trois points-là sont les points essentiels du récit du 7 octobre. Ils sont tous les trois faux. Nous allons le montrer, et nous allons le montrer avec des images, parce que le livre sur lequel j'ai travaillé avec mon collègue Jean-Pierre Boucher et avec une équipe du collectif Test Média que j'ai fondé il y a 2 ans, et beaucoup de gens qui nous ont aidés, ce livre-là, il est basé sur les images. Donc vous avez dû patienter pour l'entrée en action, et je voudrais beaucoup remercier Dunia et la sœur de Jazzy, Rachida. Radhika, mes excuses. Oui, voilà, pardon pour le... Si j'écorche ton nom, tu ne seras pas content. Et donc, c'est grâce à elle qu'on a pu résoudre les problèmes techniques de connexion, et je pense que c'était important.
Le récit du 7 octobre, c'est d'abord une chose, c'est on ne comprend pas pourquoi ces Palestiniens ils font ça tout d'un coup. Tout était bien, tout était calme, et tout d'un coup, il y a des bêtes sauvages, ce sont les mots qu'ils ont employés, qui se ruent en Israël. Et est-ce que vraiment le 7 octobre, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et le 6 octobre, tout allait bien? En réalité, ce récit-là cache la Nakba de 1948. Maintenant, si on veut être précis, et Saïd l'expliquera, l'histoire n'a pas commencé en 1948 parce que le projet Israël il a été fondé même vers 1820-1830, bien avant que des Juifs le mettent en action avec le sionisme. Mais la date de 1948 est quand même une date très très importante. Pourquoi? Quand j'étais jeune, Adamo chantait une chanson qui s'appelle Inch'Allah, 6 millions d'âmes ont fait pousser 6 millions d'arbres dans un désert infâme. Donc le thème, la Palestine était un endroit inoccupé et des courageux juifs qui venaient de rescaper de Hitler ont fait fleurir le désert, etc. Bien, je ne vais pas accabler Adamo, il a été victime de son éducation et je vous signale pour mettre à l'aise que moi, à 20 ans, j'étais aussi pour Israël. Notre éducation nous avait présenté que c'était des juifs réfugiés du génocide d'Hitler qui venaient là trouver une patrie et que de toute façon, comme elle était vide, ça faisait tort à personne. En réalité, elle n'était pas vide et la Nakba, ça c'est le grand tabou des médias occidentaux. On ne peut pas prononcer ce mot, on ne peut surtout pas expliquer ces faits, et on ne peut pas dire que c'est ça qui explique toute la suite du conflit, y compris ce qui s'est passé le 7 octobre et maintenant. La Nakba, c'est 800 000 Palestiniens chassés de leur maison, de leur terre, 400 villages non seulement vidés, mais détruits pour effacer la trace des Palestiniens et remplacer, et des actes de terreur pour les expulser. Et donc, ce n'était pas du tout une terre vide. La Palestine était au contraire une terre agricole extrêmement riche et convoitée, des débuts d'industrie. C'était là qu'il y avait un chemin de fer, donc dans le Moyen-Orient, c'était pratiquement la chose la plus moderne et l'économie la plus avancée. D'ailleurs, c'était bien expliqué dans cette déclaration de David Ben Gurion, le premier ministre d'Israël et le fondateur qui a préparé tout ça. Et vous savez, quand on critique Israël, ça vous est déjà sûrement arrivé, antisémite, et donc, ou complotiste, ou les deux. Et donc, j'en avais marre, et c'est pourquoi j'ai écrit aussi avec Jean-Pierre Boucher le livre « Israël et 100 pires citations », dans lequel je donne la parole uniquement aux fondateurs, aux présidents et aux stratèges d'Israël, au début, pendant, maintenant, toutes les tendances confondues, parce que, c'est très précieux à savoir, ils ont prononcé des phrases absolument incontestables où ils énoncent les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils vont commettre et comment on va les cacher. Donc, avec ça, on peut déjà réfuter en fait le sionisme. Et là, vous avez un exemple, mais il y en a plein, de Ben Gurion. Après la Nakba, il visite une ville, je crois que c'était Bethléem ou Nazareth, et il demande à ses généraux, pourquoi est-ce qu'il reste tant d'Arabes ici, pourquoi vous ne les avez pas expulsés, hein? Le grand démocrate humaniste Ben Gurion. Et les généraux lui répondent, ben, il y avait beaucoup de journalistes et d'occidentaux, donc on va y aller plus doucement, mais ici, voilà. Et donc, en fait, pourquoi c'est important d'apporter aux gens des déclarations des dirigeants sionistes eux-mêmes, parce que sinon on vous dit oui, mais toi t'es arabe, ou toi t'es gauchiste, ou toi donc t'es pas crédible, mais ils le disent eux-mêmes. Et donc voilà, une première chose dont il faut s'armer, c'est que rien qu'en citant des sionistes, on peut déjà mettre tout le récit par terre. Et c'est plus efficace. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un président et un premier ministre qui n'ont pas cessé de faire des déclarations sur le droit d'Israël de se défendre.
Ça, c'est tout le temps. 7 octobre, Israël doit défendre son peuple. Or, j'ai interpellé, certes, ceux qui nous suivent savent que j'ai créé récemment une petite émission qui s'appelle Clash, où on envoie aussi sur le téléphone, si vous le voulez, une toute petite, c'est comme il n'y a plus de débat à la télé, ben on remplace la télé nous-mêmes et on prend un extrait de Macron, de Barnier, des gens comme ça, et je réponds, comme si on était en débat, et donc j'ai dit à Barnier, expliquez-nous comment un État qui fait ça se défend. Comment Israël, alors que la Palestine était en blanc là avant 1947, en 1947, plan de partage, Israël reçoit 48% du territoire. Entre parenthèses, il reçoit pourquoi? Il reçoit des puissances colonialistes qui donnent un pays qui ne leur appartient pas en volant des Palestiniens qui n'ont rien fait aux Juifs, puisque ce sont des Européens qui ont persécuté les Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Aussi, la France en pointe là-dedans. Et donc, Israël directement prend encore plus que 40%. En 1967, il arrive à laisser seulement 22% à la Palestine. Et au moment où j'ai fait cette carte en 2010 pour le livre Israël, parlons-en, la Palestine devenait déjà une série de confettis, un État économiquement invivable. Et maintenant, c'est encore pire. Donc, Barnier et Macron, expliquez-moi comment Israël se défend quand il fait ça. Ça, c'est un point important parce que ceux qui suivent mon travail savent que j'affirme qu'on peut expliquer chacune des guerres. Je parle aussi de l'Irak, de la Libye, du Venezuela, parce que c'est une guerre non déclarée, ou de l'Ukraine, ou prenez n'importe quel pays et faites l'expérience. On peut expliquer la propagande de guerre, c'est-à-dire le marketing pour vendre une guerre. On peut l'expliquer en la résumant à 5 principes. Premier principe, cacher les intérêts économiques. Nous faisons toujours des guerres pour des objectifs très nobles, jamais pour le fric. En réalité, c'est toujours des guerres du fric, pétrole, gaz, uranium, ressources, ou dégager un gouvernement qui nous embête. Deuxième principe de la propagande de guerre, occulter l'histoire. Bien sûr, il y a dans plein de régions des conflits, des contradictions, etc., des divisions qui ont été installées par les colonisateurs anglais, français, britanniques, justement pour empêcher les peuples de la région d'être forts et pour les diviser. Donc, rappeler l'histoire permet de comprendre déjà une grande partie des conflits maintenant, et l'histoire d'Israël-Palestine, c'est un bon exemple. Troisième grand principe de la propagande de guerre, diaboliser, c'est-à-dire présenter des images qui montrent l'adversaire comme un monstre. Et là, on aura des exemples dans un instant. Quatrième principe, inverser l'agresseur et l'agressé. Et ça, Israël le fait très bien, Macron, Barnier aussi. Israël est la victime? Non. Israël est un État colonial qui a volé la terre, chassé la population, qui pratique l'apartheid. Donc, sur base du droit international, Israël est l'agresseur en permanence. Quoi que fassent les Palestiniens, et on peut discuter si là ils ont bien fait de faire ceci ou cela, ou s'il y a eu un crime qui a été commis, quoi que fasse, c'est de toute façon Israël l'agresseur, et le problème donc c'est que Macron et Barnier sont hors la loi, devraient être jugés pour violation permanente du droit international. Le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, c'est-à-dire empêcher le débat. Parce que quand vous avez une guerre, vous avez forcément 2 versions, 3. Et nous, à la télé, c'est toujours, il n'y a qu'une version, voilà, ça c'est le système, il y a les bons, il y a les méchants, et c'est les bons qui écrivent l'histoire, et vous n'avez qu'à croire. Alors qu'en réalité, voilà, je le disais, quand il y a une guerre, il y a forcément 2 versions, et il faut les confronter et se faire son opinion. Voilà, 5 principes de la propagande de guerre, et maintenant, on en vient aux images. Le grand thème du 7 octobre, c'est 40 bébés ont été décapités au kibbutz de Kfar Hassa. Ce thème-là, il vient dans toute la presse internationale, quelques exemples ici, et les médias français et francophones reprennent ce thème sans se poser la question qu'on enseigne ou qu'on enseignait dans toutes les écoles de journalisme, quelle est la source? Est-ce qu'elle est fiable?
Parce que n'importe qui peut raconter n'importe quoi, on doit vérifier qui parle, qui avance ça. La source, c'est cet officier de l'armée israélienne, David Pension, qui parle à Nicole Sedek dans la TV I24 News. Alors, première question, c'est quoi cette télé? Cette télé appartient à Patrick Drahi, un des hommes les plus riches de France et d'Israël, grand investisseur en Israël, qui a grand ami Netanyahou, et qui a déjà dans cette télé plusieurs fois sorti des bobards et des fake news. Premier problème. Deuxième problème, Pension lui-même. C'est le directeur adjoint du Conseil des 35 colonies illégales en Cisjordanie. Et chaque fois qu'Israël détruit une maison et massacre une famille en Palestine, il poste sur les réseaux bravo et il appelle à raser les villages palestiniens qui sont dans le chemin pour les remplacer. Donc, pas vraiment un témoin fiable. Et on est aussi avec un thème classique des atrocités de la propagande de guerre, qui est que les bébés ont été décapités. Ils ne sont pas morts n'importe comment, pas dans des combats ou d'une façon... Non, décapités, très très précis. 40 bébés décapités. Pourquoi il y a ce thème? En fait, ce thème, il est pour assimiler l'idée que Hamas, c'est Daesh. C'est Daesh qui décapite les gens, donc si Hamas a fait ça, c'est que Hamas c'est Daesh. Et ici vous avez sur un mur de Tel Aviv une image, et d'ailleurs Netanyahou il a dit ça dès 2014, Hamas c'est Daesh. Les faits il s'en fout complètement, parce que en réalité Daesh est intervenu à Gaza en 2007, il a occupé une mosquée, il a voulu commencer à créer un État islamique, et le Hamas n'y a pas été de main morte, et donc 28 tués. Terminé. Donc, Hamas et Daesh, c'est comme l'eau et le feu, n'empêche que Netanyahou sort cet amalgame, et tout le monde reprend ça. Et donc, c'est un point important, parce que assimiler les combattants palestiniens à ceux qui décapitent les bébés, ça, c'est vraiment dire, voilà, ce sont des animaux, ce sont des monstres, on peut faire tout ce qu'on veut quand il s'agit d'éliminer ces monstres. Maintenant, comment elles ont travaillé les rédactions des médias français? Quand vous avez un récit comme ça, 40 bébés décapités, qu'est-ce que doit faire un journaliste sérieux? Vérifier la source, je l'ai dit, essayer de recouper, faire des recherches. Déjà, on peut remarquer une chose. Au kibbutz de Kfar Assa, il y avait une série de journalistes, y compris occidentaux, et aucun n'a confirmé l'histoire de I24 News. Personne n'a repris ça. Pourtant, c'est un scoop. Donc, si, hein. Deuxièmement, sur place, on nous a donné aucun élément matériel. On a bien vu quelques linceuls d'adultes, mais aucun linceul de taille d'enfant, et aucune preuve matérielle, juste la déclaration de cet officier. Et donc, un journaliste sérieux, libre, indépendant, doit se poser la question mathématique d'abord. 40 bébés décapités. Il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. 700. Vous enlevez les hommes, vous enlevez les vieux, vous enlevez les enfants. Ça veut dire que sur le petit nombre qui reste de femmes, 40 femmes ont donné naissance dans l'année à un bébé et ces 40 bébés se sont retrouvés décapités. C'est absurde, c'est impossible. Pourquoi cette réflexion qu'un tout petit groupe de recherche indépendant fait n'est jamais parue à France 2, TF1, BFM, Le Monde, etc. Pourquoi? Il y a juste Libé qui a soulevé quelques questions après quelques jours, mais jamais au fond du problème, pour dire que c'était totalement un fake news. Ils ont mis en question le nombre et des choses, mais c'est passé. Et donc, on est clairement dans ce que j'appelle la propagande de guerre, c'est-à-dire qu'il faut attaquer les Palestiniens, et avant de les attaquer militairement, il faut les attaquer médiatiquement pour que tout le monde trouve que c'est justifié, c'est des animaux. Deuxième thème sur le 7 octobre, les viols. Alors, soyons clairs, dans une situation de guerre, oui,
des viols, ça arrive, et oui, c'est condamnable, et c'est très important de le condamner, qui que ce soit qui le fasse. Pas de discussion là-dessus. Mais ce que Libération nous dit, c'est que le 7 octobre a été le viol comme arme de guerre. C'est donc des stratégies, des instructions données par le Hamas pourquoi? Pour intimider, pour terroriser, bien. Du coup, qu'est-ce que nous avons fait dans le livre que je vous ai montré? Mon collègue Jean-Pierre Boucher, il a analysé tous les témoignages sur les viols, tous. Il y en a 19. Et il a confronté ça à des sites israéliens. Il y a 2 sites qui établissent des stats sur toutes les personnes qui ont été tuées, soldats et civils, où, quand, par qui, etc., à quel endroit. Et il a passé au crible tous ces récits, ces 19 témoignages. On nous dit, et il y a eu plein de manifs en disant il faut écouter la parole des femmes, et je suis d'accord, et donc il ne faut pas mettre en doute, il ne faut pas contester, les femmes dénoncent, ok. Sauf que, sur ces 19 témoignages, 18 sont des hommes. Et des hommes qui disent, parfois j'ai vu, souvent j'ai vu quelqu'un qui a vu, ou j'ai vu des cadavres et je pense, ou je prétends que cette femme a été violée. Et donc, il faut vérifier. Jean-Pierre Boucher a vérifié ça, c'est pas un travail forcément agréable, mais il a vérifié tout ça pendant des semaines, en détail, discuté, on en a discuté dans l'équipe aussi. Et quand un homme témoigne sur ces viols, d'abord, son témoignage évolue. Au fur et à mesure qu'il est interrogé par d'autres médias, il y a plus de femmes violées, il y a plus de détails atroces, et ça gonfle. Ensuite, quand un homme dit « j'ai vu ça » et il y avait un autre homme qui était là avec moi ou un peu plus loin, les 2 témoignages se contredisent, ça ne tient pas. Et donc, sa conclusion est qu'en réalité, ces témoignages sont invraisemblables, sont contredits par les autres données israéliennes sur les victimes et que c'est juste de la propagande. Il y a, selon nous, un cas où on pense que probablement un combattant palestinien a violé une femme israélienne, pas le 7 octobre mais un peu après, mais comme une affaire isolée. Ce n'est pas établi, mais ça nous semble probable. Par contre, je le dis, tout le reste, non, fake news. Or, on a le New York Times, ça c'est le plus prestigieux quotidien du monde occidental, beaucoup de journalistes, de correspondants sur place, souvent recopiés par nos médias français sans le dire. Et le New York Times publie un long reportage bouleversant, Screams Without Words, des cris sans mots, et il raconte notamment le martyre de Gal Abdouche, une femme qui effectivement est morte là sur place, et son mari aussi. Elle se trouvait au festival et ils ont fui en voiture, ils sont allés vers le kibbutz, mais ils ont été tués sur place, pardon. Et donc le récit est bouleversant avec plein de détails très touchants. Sauf que la sœur de cette femme dit que le New York Times a fabriqué et le frère du mari, les médias ont inventé le viol et ils disent qu'ils ont donné des déclarations, mais qu'ensuite, s'ils avaient vu ce que le New York Times a fait, ils auraient refusé de lui parler. Et ce qui est intéressant, c'est que des journalistes et des correspondants locaux du New York Times ont dénoncé leur propre direction en disant que ce reportage ne respectait pas du tout la déontologie journalistique. Ils ont aussi dénoncé la direction qui leur interdisait d'employer les mots génocide, nettoyage ethnique, et on pouvait parler de massacre d'Israéliens, mais le moins possible de massacre palestinien. Ce sont des directives écrites, ça a été prouvé. Est-ce que vous avez entendu parler ça dans nos médias français en disant qu'il y avait une révolte, c'est quand même exceptionnel, dans le plus grand quotidien des États-Unis et du monde? Non, évidemment, on n'en parle pas, parce qu'il ne faut absolument pas semer les doutes et qu'on commence à réfléchir, tiens, est-ce que les médias disent c'est toujours vrai ou est-ce qu'on doit vérifier? Donc, ça c'est important sur les témoignages eux-mêmes qui ne tiennent pas. Et là, la question à se poser de nouveau, quand ce thème sort, 2-3 jours après le 7 octobre, ça sort très très vite, quelle est la question que le journaliste normal doit se poser? C'est quoi le 7 octobre?
Et ça non plus, évidemment, ça n'est pas dit dans les médias. Le 7 octobre, c'est une opération militaire. Les objectifs, ils ont été affirmés par le Hamas dans des documents, ils ne sont pas contestés par les experts israéliens, mais on n'en parle jamais au public. Il y avait deux objectifs au 7 octobre. Un, attaquer les bases militaires israéliennes qui encerclent et qui agressent Gaza depuis longtemps et qui font énormément de victimes. Les bases militaires, c'est un objectif légitime. Israël est une puissance occupante qui commet d'ailleurs beaucoup de crimes et il vient encore d'être officiellement condamné comme un agresseur. Donc les soldats d'un agresseur, c'est une cible légitime. Okay? Donc c'est une opération militaire brillante parce que les experts israéliens ont dit c'est incroyable comment le Hamas a préparé tout ça dans les moindres détails. Les combattants, et on a retrouvé ça sur eux, avaient des plans, des dessins, où ils devaient aller, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et les experts israéliens reconnaissent que l'opération a été brillante parce qu'elle a réussi à neutraliser les 10 plus grandes bases militaires qui encerclaient Gaza, à tuer un grand nombre de soldats, à faire des otages et surtout à désorganiser complètement le système d'alerte, d'espionnage et de communication de l'armée qui finalement ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passait, n'avait pas les infos et ne pouvait pas donner des instructions. On a retrouvé des pilotes d'hélico, des pilotes d'avion qui échangeaient des messages sur WhatsApp pour savoir sur quoi ils devaient tirer. Et donc ils étaient dans le chaos total. Donc c'est une opération brillante et c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts israéliens. Bien. Quand vous faites une opération comme ça, à 30 endroits différents, ils percent la muraille, ou ils la survolent, et ils vont attaquer des bases militaires. Quelle est la condition pour réussir? L'effet de surprise, donc la vitesse. Et ça a fonctionné. Ils ont pris des soldats dans leur lit. Ok? Mais si vous devez absolument aller très vite, excusez-moi de le dire de façon un peu grossière, vous allez perdre votre temps à violer une femme en chemin. Impossible. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose que n'importe quel journaliste qui réfléchit 2 secondes peut le dire. Mais voilà, ces choses-là ne sont pas dans nos médias et ne peuvent pas passer. En fait, on est dans l'émotion. Il faut vous prendre par les tripes. Un bébé décapité, une femme violée. Évidemment, tout le monde réagit en disant c'est dégoûtant. C'est l'indignation. Et c'est ça le but, vous prendre par les tripes et vous empêcher de réfléchir. Voilà sur les viols. Un troisième. Alors, j'explique un petit peu la question de l'opération militaire occultée. Quand vous avez des cartes publiées ici à Libération, Washington Post, quand vous avez des cartes, on montre les points qui ont été attaqués, le festival, les kibbutz, et on cache sur ces cartes les bases militaires qui ont été attaquées. Alors que c'est ça qui donne son sens au 7 octobre. Le 7 octobre, ce n'est pas des Palestiniens qui vont tuer des Israéliens au hasard. Non, on veut neutraliser. Bon, ils savaient bien que ce n'est pas pour longtemps et que beaucoup ne reviendraient pas, mais c'était un coup symbolique, briser le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne. Et ils ont réussi là-dessus. Ça a plongé d'ailleurs les Israéliens dans une grande angoisse. Deuxième point important, donc ici vous avez les bases militaires attaquées, les soldats faits prisonniers, là les femmes qui sont chargées sur des écrans de surveiller quiconque vient de Gaza vers la Cisjordanie. Et le deuxième objectif de l'opération militaire, c'est de faire des otages. Macron vous a fait des discours, ils sont venus pour tuer un max de gens. C'est faux. C'est faux. Les otages, on voit ici une jeune fille très paniquée, en dessous une mamie emmenée à Gaza moins paniquée, à droite une soldate qui a été faite prisonnière qui est emmenée, et tout en bas un otage qui est ramené à Gaza sur une moto. Pourquoi veulent-ils faire des otages? Pour la raison suivante. Israël détient des milliers d'otages. Israël détient à ce moment-là quelque chose comme 8000 prisonniers, des prisonniers politiques. Les stats montrent qu'un homme palestinien sur 4 est passé en prison à un moment de sa vie. Un homme sur 4. Beaucoup de femmes. Et même Israël est un État qui emprisonne des enfants, des mineurs. C'est dénoncé par l'ONU, par Amnesty, par les ONG, mais tout d'un coup, les médias ne nous parlent pas de ça.
Et c'est non seulement des emprisonnements arbitraires, très souvent ces gens sont condamnés sans jugement, 6 mois, 6 mois, 6 mois, pas de jugement, pas même une inculpation. C'est vraiment de l'intimidation. Et très souvent, la maltraitance est systématique et les viols sont nombreux. Alors si on parle de femmes violées, pourquoi on ne parle pas du fait qu'Israël viole systématiquement des femmes en prison et maltraite des enfants aussi sexuellement? Francesca Albanese, rapporteuse spéciale pour l'ONU, l'a dit très clairement. L'emprisonnement à grande échelle, c'est une caractéristique essentielle des régimes coloniaux pour écraser, décourager, terroriser les populations locales et continuer à voler les terres des gens. Donc, emprisonnement massif, torture massive, ici on montre des gens avant et après, des gens qui deviennent fous en prison, évidemment, à cause des tortures. Et ce qui est important, c'est la manière dont les médias nous présentent, d'une part, les otages israéliens et d'autre part, les otages palestiniens. Les otages israéliens sont présentés avec une photo sympa, un nom, et des proches qui décrivent quelle est cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait, humaniser, rendre vraiment présent, susciter l'émotion. J'ai pas de problème qu'on le fasse sur les otages israéliens. Mais quand on parle des otages palestiniens, d'abord en général on ne parle pas. Mais ici, quand vous avez pour une fois TV5 Monde qu'il y a des dizaines de prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël, tiens, on ne savait pas qu'ils avaient des prisonniers, mais tout d'un coup, ils sont libérés. Est-ce qu'on vous les montre? Est-ce qu'on vous les rend sympas? Non. On montre des bâtiments détruits, et on a toute une série d'exemples où on montre n'importe quoi, mais on ne montre jamais les photos qui existent pourtant, et qui montraient... ici, vous avez notamment une photo où les gens montrent des enfants en prison. Et ça, c'est des photos qui ne peuvent pas passer dans les médias occidentaux. On ne peut pas avoir de la sympathie pour ces gens-là. Donc, l'objectif des combattants palestiniens était pas de massacrer un maximum de gens, mais d'échanger des otages les uns contre les autres. Et ça, c'est un point important et on va revenir dessus. Bien sûr, il y a eu des victimes civiles qui ont été tuées, particulièrement dans le festival La Rave Party, le festival Nova, et dans les routes aux alentours. Et ça, il faut aussi l'expliquer. Et le livre analyse cette question. Et ça pose beaucoup de questions, ce qui s'est passé dans ce festival de musique. La première, c'est que, comme l'ont dit des parents de victimes qui sont ici rassemblés en réunion de protestation contre Netanyahou, on aurait pu éviter ce massacre au festival. Parce que l'alerte a été donnée. Et première chose importante à dire, le festival, où est-ce qu'il se déroule? Il se déroule juste à côté de Gaza. Et juste à côté de la principale base militaire qui encercle Gaza. Donc, au point de vue moral, c'est quand même fort. On va danser et faire la fête juste à côté des gens qui sont chassés de ces villes et de ces villages depuis des dizaines d'années, qui se font déjà avant cette octobre affamés, qui vivent en enfer, et on va faire la fête et danser, c'est juste comme ça. Petit problème quand même. Et deuxièmement, c'est juste à côté de la base militaire. Et donc, je le disais, il y a des soldats chargés de la surveillance et des officiers qui ont lancé l'alerte et qui ont fait en sorte que dans la nuit du 6 au 7 octobre, il y a eu 2 réunions en visioconférence avec le top de l'armée et le top des services de renseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a pris quelques mesures, mais on n'a pas du tout pris les mesures maximum. On n'a pas averti les organisateurs du festival, alors qu'évidemment, si on avait évacué, il n'y aurait pas eu toutes ces victimes. Et donc, ça pose la question que nous analysons dans le livre, pourquoi ils ont laissé faire. Mais je ne développe pas maintenant parce qu'il y a beaucoup de questions intéressantes et je veux garder de la place pour vos questions-réponses et pour Saïd qui a beaucoup de choses à nous dire aussi. Et donc, on se retrouve avec une situation
où il y a eu beaucoup de victimes qui ont été tuées sur les routes et aux abords du festival. Alors on n'a pas pu faire une enquête sur place, on n'a pas pu aller interroger le Hamas et les autres combattants, et donc on a des hypothèses, on a eu des discussions avec des camarades palestiniens, et premièrement, les combattants qui sont arrivés à 6h30 par 30 endroits différents ne savaient pas qu'il y avait le festival. Et donc c'était en plus un samedi, un jour de congé, ils avaient choisi ça justement pour avoir des bases militaires moins fortes. Ça a marché et ils ont été totalement surpris de voir tout d'un coup des centaines de gens à pied ou en voiture dans leur chemin de leur opération militaire. Alors, on peut discuter si ils ont bien fait, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont été tués là. Cependant, ils n'ont pas été tués tous par les combattants palestiniens. Et il faut parler 2 minutes de quelque chose qui est totalement tabou dans les médias occidentaux, c'est la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal, elle a été élaborée par... non, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais reparler de la doctrine Hannibal dans un instant. Mais les journaux occidentaux qui relatent ce qui s'est passé dans les kibbutz, à Kfar Assa, à Be'eri et d'autres comme ça. On nous montre des photos, comme vous voyez ici, avec des trous énormes dans ces maisons. On nous montre, en voilà une autre, et on nous montre aussi des centaines de véhicules qui sont complètement détruits, carbonisés, avec des trous énormes dans le toit parfois. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez la sauvagerie du Hamas qui détruit les maisons et qui détruit les véhicules, et regardez la barbarie. Bien. Vous avez vu ces trous de plus d'1 mètre dans une maison. La question à poser pour les journalistes, c'est qui fait ces trous et surtout avec quelles armes? Or, les armes, on les a vues. Il y a le Hamas lui-même qui a diffusé des images de propagande, comme on dit, montrant son opération militaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes à pied, à vélo, avec une mitraillette. On voit des ULM qui franchissent les grillages. Et donc, la question est tout à fait simple. Est-ce qu'avec une mitraillette, vous faites un trou d'1 mètre dans une maison? Est-ce que vous démolissez complètement une voiture? Donc, encore une fois, il y a des questions logiques évidentes, sauf qu'on est dans la propagande de guerre. La doctrine Hannibal explique ce qui s'est passé. La doctrine Hannibal, on peut la résumer comme ça. Un soldat mort vaut mieux qu'un soldat captif. Elle a été élaborée par ces 3 officiers supérieurs dans les années 80. Et ils ont déclaré, quand l'ennemi palestinien ou libanais capture un soldat, on doit évidemment essayer de le libérer, mais si ce n'est pas possible, on fait quoi? On tue tout le monde. On tue les preneurs d'otages et l'otage, comme ça il n'y a plus de problème et on ne doit plus faire d'échange. C'est une doctrine qui a été appliquée. Ils avaient un problème. Par exemple, ce soldat-là, Gilad Shalit, a été capturé au Liban en 2006 et libéré en 2011, et ça a donné un échange contre 1027 prisonniers palestiniens. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pouvoir garder le fait de prendre des otages, de les enfermer en prison, de les maltraiter et qu'ils ne soient pas obligés d'en libérer. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des destructions comme ça dans les maisons, parce qu'il fallait refuser l'échange. Alors, vous me dites, bon, mais peut-être que la doctrine Hannibal n'a plus été appliquée, ou peut-être qu'on a affaire à un anti-israélien, donc il voit le mal partout. On a des témoignages qui le confirment. Cette femme, Yasmine Porat, est ici interviewée par un journaliste célèbre de la radio officielle. Il l'interroge et Yasmine Porat dit « Notre police a déclenché un échange de tirs très intense. » Journaliste, les terroristes les ont tués? Non, c'est l'échange de tirs. Donc, il se peut que nos forces les aient tués? Incontestablement. 2 obus ont été tirés contre la maison par un char israélien et c'est à ce moment que tous ont été tués. Par nos forces? Incontestablement.
Deuxième déclaration de Yasmine Porat, toujours. Elle raconte la prise d'otage. Ils nous ont traités très humainement, nous ont donné à boire et nous calmaient. Un combattant palestinien qui parlait hébreu m'a dit « Nous n'allons pas te tuer, nous voulons vous emmener à Gaza, calme-toi, tu ne vas pas mourir. » Et elle confirme, leur objectif était de nous kidnapper vers Gaza et pas de nous assassiner. Bien, c'est une déclaration très claire, on peut dire que le journaliste israélien a fait son job. La déclaration, elle est confirmée par les images que nous avons rassemblées dans notre enquête, où on voit le char israélien à gauche qui pénètre dans le kibbutz. Il y a une déflagration que vous voyez là, et la maison explose. Et il y a d'autres témoignages qui le confirment. Il y a une femme, amie de Yasmine Porat, qui a miraculeusement réchappé et qui confirme, voilà, on a tous été tués quand notre char a tué sur nous. Il y a un autre témoignage qui le confirme. C'est un vétéran de l'armée qui est volontaire pour le sauvetage et l'évacuation des otages. Et il dit, voilà, moi je venais là pour sauver les otages dans ce kibbutz, et tout d'un coup, je vois un hélicoptère de l'armée qui tire sur le kibbutz où il y a les gens que je veux essayer de sauver. Et il dit, mais c'est incompréhensible, je ne comprends pas, il n'y a aucune logique. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se dit en Israël et qui ne se dit pas ici. C'est ça qui est très très important. En Israël, on discute beaucoup. Est-ce que l'armée a bien... Elle est en défaut pour n'avoir pas prévu le 7 octobre, pour avoir mal réagi. Qu'est-ce qu'elle a fait par rapport aux otages? Évidemment, les familles et les sympathisants qui disent qu'il aurait fallu les échanger. Et donc, ça se discute beaucoup là-bas. Et ici, silence. Nous avons, dans l'enquête, analysé d'autres témoignages. Il n'y a pas seulement David Ben-Zion, il y a eu d'autres officiers supérieurs qui ont ressorti le discours bébé décapité, etc., etc. Mais il y en a un que j'ai repéré dans une télévision turque, pardon. Il y en a un qui dit des choses très intéressantes. Le colonel Vak, lui aussi une unité de recherche et de secours, donc pas un combattant, il parle à la chaîne NBC et puis il fait visiter le kibbutz. Ils ont beaucoup fait ça, des visites guidées du kibbutz. Et à quelques journalistes, il dit, voilà, dans cette maison, j'ai évacué 8 bébés brûlés. Ça, c'est la propagande habituelle, parce que quand on voit les stats, il n'y a pas de bébés qui sont morts dans cette affaire-là. Où des gens ont tiré à travers une porte, et voilà, mais ça n'existe pas dans les stats israéliennes. Mais dans les journalistes qui l'interrogent, il y a le journaliste turc de la chaîne Anadolu qui dit, mais pourquoi il y a ces destructions-là qui ressemblent? Et donc il montre un trou d'1 mètre dans la maison. Et Vak répond, à cause de nos chars. Et puis tout d'un coup, l'enregistrement il est vraiment frappant. Pendant plusieurs secondes, il ne dit plus rien, il se rend compte, je n'aurais pas dû dire ça. Et puis voilà, le journaliste insiste, les chars ont tiré sur les maisons, oui. Et donc vous voyez sa mimique, etc. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient bloqués dans cette maison et nous avions besoin de reconquérir notre colonie et ça n'aurait pas été possible sans nos chars. C'est pas vrai que vous aviez besoin de tirer. Les autres, ils demandaient quoi? Une négociation et un échange de prisonniers et tout le monde aurait été sauvé. Donc vous avez décidé de tirer parce que vous ne voulez pas libérer vos otages et vous ne voulez pas qu'il y ait une négociation et une solution entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce point-là, il est fondamental. Fondamental. Ça veut dire que l'armée israélienne, sur ordre, a commis un crime de guerre contre sa propre population qu'elle est censée protéger. Donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir dire et expliquer à tout le monde. Et je vais conclure sur ce point. Bien sûr, il y a aussi des civils qui ont été tués d'une façon qu'on peut qualifier de crime de guerre. J'ai discuté avec des amis palestiniens là-dessus. Ils m'ont dit, oui, peut-être, s'il y avait une enquête et un tribunal, on peut discuter. Mais le droit international, quand est-ce qu'il a été appliqué par l'Occident? Jamais quand il s'agissait de nous protéger. Donc, venez pas donner des leçons. On a analysé dans le bouquin le détail des victimes. D'abord, vous avez 256 soldats armés, 53 forces de police et de sécurité,
et des gardes civils armés qui ont combattu contre les Palestiniens. Le droit international, je le répète, reconnaît le droit de toute population d'employer contre la violence d'une agression et d'une occupation les moyens qu'elle estime légitimes. Alors on nous dit, oui, mais ils auraient dû faire des manifs, de la diplomatie. Ils font ça depuis des dizaines d'années et on leur tire dessus. Donc, c'est Israël qui les a obligés à employer cette violence. Il reste 780 civils non armés tués, dont notre enquête estime, il faudrait évidemment une vraie enquête sur place et tout vérifier, estime qu'une centaine ont été tués par leur propre armée et d'autres dans des conditions éclaircies. Voilà qui est un point important. Et maintenant, je voudrais signaler encore deux petits points, et puis on vient aux questions. Le premier point, Investigation a fait cette enquête, ça nous a pris des mois, et vous vous doutez bien que dans une question aussi complexe, c'est pas moi qui fais ça en quelques jours. On a vraiment besoin de tout analyser, de tout rechercher, de tout vérifier, d'interroger des gens, de chercher des experts. On a regardé des centaines d'heures de vidéos, on a regardé la presse, on a cherché de quoi donner en fait dans un livre lisible par tout le monde les instruments pour mener la bataille de l'info et dans les discussions à mener autour de vous, expliquer aux gens voilà ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, voilà ce qu'Israël a fait et voilà ce que les médias ont caché. Cette enquête-là, nous avions fait aussi précédemment la même enquête sur Ukraine, la guerre des images, parce que là aussi c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et sur laquelle on nous cache énormément de choses, une guerre qu'on aurait pu éviter, une guerre qu'on aurait pu arrêter rapidement et où 500 000 soldats ukrainiens et peut-être même plus sont morts pour rien, uniquement parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont décidé qu'il fallait emmerder la Russie, l'isoler, la couler économiquement et financièrement et installer l'OTAN dans cette région alors que c'était la meilleure manière de créer un baril de poudre. Donc, on a mis très longtemps à faire ces enquêtes. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai besoin de vous. Investigation, les gens, qu'est-ce qu'ils voient d'habitude? Moi. Parce que je signe les livres, parce que vous me mettez à la télé, ça c'est fini, mais dans les vidéos. Et donc ils pensent, ok, c'est Colomb. En réalité, c'est toute une équipe. On a 7 temps plein, 2 mi-temps, des journalistes qui font le site, des chercheurs qui font les recherches que je vous ai dites, des gens qui font des émissions de vidéos, dont Le Monde vu d'en bas de Saïd Bouamama, un éditeur de livres, vous avez nos livres là-bas, et donc, avec quoi je paye ces salaires? Avec les achats de livres et avec les dons. Nous avons actuellement environ 800 donateurs qui nous versent des dons mensuels. Ça, c'est très important pour pouvoir planifier et sécuriser les emplois. Des dons mensuels, là, beaucoup de gens versent 5, 10, 20 euros par mois selon leurs moyens. Et toutes ces petites rivières nous amènent à un fleuve de soutien qui nous permet de faire ce travail. Investigation, ça existe depuis 20 ans. Ça s'est développé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en grande difficulté. On est endetté et on a la menace de devoir supprimer des emplois et de ne plus pouvoir continuer le travail qu'on fait. Alors qu'il faudrait le développer. On a une série de projets qu'on veut faire et on n'en a pas les moyens. Donc, ici, vous avez un formulaire que j'ai apporté, que vous avez reçu et que je propose à tous ceux qui le peuvent de remplir. Vous vous engagez à faire un don selon vos moyens mensuels. Ça nous permet de sécuriser l'emploi, de continuer notre travail. Et aujourd'hui, ça vous donne 20% de remise sur tous les livres que vous allez acheter pour vous, pour faire des cadeaux intelligents à Noël. Et aussi, c'est permanent. Hein. Tous les livres que vous acheterez à l'avenir sont comme ça. Donc, voilà, c'est un appel que je vous lance. On a besoin de sous, on n'a pas besoin seulement de sous, on a besoin aussi de coups de main. Même si on préserve les emplois, même si on arrive à en créer encore un ou deux, il y a tellement de travail qu'on a besoin. Et vous pouvez faire beaucoup de choses dans l'information, dans les traductions, les corrections, la vidéo, sur les réseaux. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, donc c'est un appel que je vous lance. Et j'ai dit que ceci a été fait pour vous donner les instruments pour mener la bataille de l'info, parce que c'est pas des gens comme Saïd et moi qui vont pouvoir gagner la bataille de l'info à eux tout seuls. C'est vous.
Parce que nous, on parle beaucoup aux convaincus, et vous, vous pouvez toucher les gens qui sont à convaincre, à votre travail, à l'école, dans les assos, sur les réseaux, dans la famille. C'est à vous à faire le travail. Et ça implique de considérer les gens, même s'ils disent parfois des choses vraiment désagréables ou choquantes sur Israël, c'est quand même eux qui sont victimes de la propagande de guerre, donc il faut les considérer avec amitié, avec amour, et essayer de les convaincre. Mais vous savez que c'est une discussion hyper difficile, et quand on se fout en colère, c'est fini, on a perdu. Donc, on a lancé l'opération Gaza Vérité. C'est quoi? On demande à chacun ici, et dans toutes les conférences aussi, et on demande de s'engager à discuter avec 10 personnes, pas des proches qui sont déjà d'accord, hein, ça c'est trop facile, 10 personnes qu'il faut convaincre. Et après, vous nous racontez votre expérience. Ça a bien marché, et on en parle et on en discute dans des Zooms, etc., ou dans des réunions. On en parle, tiens, ça a bien marché, ah ok, pourquoi, les leçons à tirer, ça n'a pas marché, pourquoi, comment est-ce qu'il aurait fallu faire. Et j'ai développé dans le livre, c'est aussi écrit, une méthode en 4 points sur comment convaincre. Ça consiste à écouter les gens, pas tout de suite dire non c'est faux et Netanyahou salaud et des trucs comme ça, non, écouter, comprendre quels sont les raisonnements, quelles sont leurs infos, quelles sont les valeurs auxquelles ils tiennent et pourquoi ils se font piéger. Et deuxièmement, discuter avec eux à partir des faits. Pas discuter sur Netanyahou salaud, non Hamas salaud, ça mène à rien. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et là, dans les bouquins, nous mettons l'accent sur les faits. Et donc, il faut proposer aux gens, partez à la recherche des faits, partons ensemble à la recherche des faits, allons vérifier. Vous pouvez prendre aussi des images sur votre téléphone, avoir les choses importantes. Comme ça, quand vous avez une discussion, vous montrez et vous posez les questions. Troisième idée importante, ça prend du temps. Il ne faut pas espérer que la personne va changer d'avis en 10 minutes. Il faut une discussion, et puis il faut laisser du temps et de continuer à réfléchir. Et donc voilà, c'est une opération, vous pouvez vous inscrire avec test.media.s@investigation.net ou venir nous trouver, ou venir trouver les gens d'ici si vous avez envie de lancer un petit groupe comme ça, parce que je crois, j'insiste, la bataille de l'info, elle ne peut être gagnée que par vous. Vous êtes en contact avec plein de gens, et comme ça, on va pouvoir vraiment contrer la télévision qui ne va jamais changer, contrer la désinformation, et aller chercher les gens en direct. Vous avez beaucoup plus de force et de puissance que vous ne le croyez. Et je sais qu'il y a un sentiment d'impuissance, qu'il y a un sentiment de désespoir, mais dans le monde, le rapport de force est en train de changer. Saïd va bien vous le montrer. Et donc, on a notre rôle ici à jouer pour que le rapport de force change et que ceux qui ont diabolisé soient mis en accusation, que ceux qui essayent de vous intimider et de vous mettre en prison, c'est eux qui devraient être jugés et en prison. Et donc, si nous parvenons à convaincre des gens autour de nous avec les faits, ils seront dans l'action pour BDS, ils seront dans la pression mise sur Macron, Barnier et tous les menteurs et tous les complices du génocide. Donc voilà les propositions très concrètes que nous faisons pour l'action, pour le débat, pour la discussion. J'insiste, nous avons beaucoup plus de force qu'on ne le croit. Il ne faut pas se décourager, la situation est horrible, mais les Palestiniens résistent, donc il faut que notre riposte elle soit à la hauteur de ce que les Palestiniens font. Et ce que nous pouvons tous faire ici, c'est la bataille de l'info. Et ce sera ma conclusion avant de vous donner la parole. On a une responsabilité historique. Moi, j'ai une fille de 9 ans, j'ai des petites filles. Vous avez des filles, des petites filles où vous préparez, et des garçons où vous préparez à en faire. Quel monde nous allons leur laisser? Un monde de génocide, d'industrie du mensonge et où on dresse les gens, la haine les uns contre les autres, ou un monde où l'humanité va coopérer et construire un avenir meilleur et tous les enfants auront à manger, un job, une bonne santé et un avenir. Ça, c'est le choix que nous avons. Je vous remercie. On prend
j'attends vos questions et je vais essayer d'être bref parce que Saïd a encore plein de choses intéressantes à vous dire. Oui. Est-ce qu'il y a un micro pour noter la question? Ok, bien parler. Je vais me lever peut-être. Pour que vous compreniez bien ma question, je vais essayer de parler en tant que sioniste, enfin en tant que présumé sioniste, et j'aimerais bien que vous me répondiez comme si j'étais un sioniste en fait. Vous dites que le Hamas, lors du festival Nova, n'avait pas connaissance du festival. Ce festival, etc. Mais pourtant, vous nous dites aussi que le Hamas était bien préparé, etc. Ils avaient des plans, ils avaient ils avaient une manière de se préparer. Comment le Hamas n'a-t-il pas pu prendre connaissance de ce festival alors qu'ils ont préparé, etc. Parce que le festival devait avoir lieu à un autre endroit, il ne devait pas durer encore un jour de plus. Et tous les experts israéliens ont publié eux-mêmes que le festival, que le Hamas ne connaissait pas l'existence du festival. Ils ont été surpris. Israël ne conteste pas ce point. Okay, je vous remercie. Oui. Parlez bien fort. Hein. Moi, je voulais vous poser la question, M. Colomb, je vais faire appel de connaissances géopolitiques. Quand on parle de paix dans le monde et d'avenir, ce très triste et dramatique conflit-là, que vit actuellement la Palestine, vous le situez à quel niveau en fait, de dangerosité pour la menace d'une paix mondiale par rapport aux autres conflits, par exemple l'Ukraine, par rapport à ce qui se passe. Oui, je comprends. Bonne question. En fait, il ne faut pas voir ces conflits comme isolés. La guerre en Ukraine, la guerre en Libye, la guerre qui a été menée contre le Yémen, les menaces contre l'Iran, la Palestine, la mer de Chine, Taïwan, tout ça, ce sont les différents chapitres de la même guerre. Ce sont tous des chapitres pour la domination mondiale des États-Unis et de l'Europe qui malheureusement les suit comme un petit chien. C'est-à-dire, ce sont des guerres pour contrôler les richesses, pour détruire les régimes qui résistent, et particulièrement la Chine qui a construit une puissance économique telle que les États-Unis ne sont plus le numéro 1 sur le plan économique et que la Chine construit des alliances avec des pays, des régimes qui sont très très différents. La Russie, l'Iran, la Chine, c'est pas du tout le même régime, mais c'est une alliance pour résister à ceux qui se veulent les maîtres du monde. Le problème, c'est que les maîtres du monde, ils sont un peu désespérés en fait. Ils se rendent compte de leur déclin et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent des actes abominables alors qu'ils sont en train de se faire critiquer et dévalorisé par l'ensemble du monde, mais comment Biden peut laisser faire des choses comme ça? La réalité, c'est qu'il ne les laisse pas faire. Il est derrière, il est le responsable, parce qu'il peut arrêter ça dans les 5 minutes en disant à Netanyahou, tu n'as plus d'armes, c'est fini, il faut négocier. Donc ce sont vraiment des crimes abominables, génocidaires des États-Unis et de l'Europe, ça doit être clair. Et tout ça, c'est pour garder la domination mondiale. Donc c'est très dangereux. Mais je pense que Saïd va beaucoup développer la question justement des rapports de force dans le monde, donc je vais être bref. Mais en une phrase, je pense que oui, ceux qui ne veulent pas renoncer à être les maîtres du monde sont prêts à tous les crimes. Et la seule chose qui les arrêtera, c'est nous. C'est-à-dire que si nous sommes forts, si nous sommes actifs, si nous développons la solidarité entre tous ces pays qui sont attaqués, et ça c'est un problème. Quand on attaque les Arabes sont dans la rue. Quand on attaque Cuba ou Venezuela, les Latinos sont dans la rue. Quand on attaque en Afrique noire, pareil. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous ensemble pour chacun de ces pays avec la même combativité et la même analyse. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Il y avait une question ici devant. Il faut venir parce que on n'est pas plus. Ben, du coup, je voulais faire une petite contribution très personnelle à la discussion. Tout d'abord, félicitations pour ce travail d'enquête qui a été très précis, très pointilleux. Et j'aurais bien aimé en bénéficier pour mon procès, ça m'aurait bien arrangé. Et par la suite, merci aussi à la personne qui a organisé, Jazira. J'ai bien aimé le discours au début, très unitaire, c'était vraiment très bien. Et également tout mon soutien à la militante qui est au premier rang également, qui a été victime d'une répression particulièrement dégueulasse. Et juste... Merci.
Et j'aimerais juste te dire un petit mot très très rapide sur le fait que je comprends parfaitement ce qui s'est passé. Parce que moi-même, en fait, quand j'ai vu les bombardements qui ont suivi le 7 octobre, mon cœur il s'est soulevé en fait, parce que les Palestiniens c'est nos frères. Et j'ai décidé de me rendre à l'entreprise Naval Group à côté de Toulon, à Olioul, et de dégrader, selon les termes, de faire un tag, quoi, de faire un graffiti, de soutien à la résistance armée du peuple palestinien et également aux camarades panafricains aussi qui luttent. Également aux camarades panafricains et d'expliquer que Naval Group est un groupe criminel qui vend des armes à l'armée française qui occupe l'Afrique et également à l'armée israélienne. Et du coup, voilà, j'ai pris 6 mois de sursis pour soi-disant apologie du terrorisme, alors que les terroristes c'est eux. Et également 120 heures de travaux forcés, donc des tiges, et 500 € d'amende. Et là, ils veulent me remettre un procès au civil. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Et comme ça a été dit au début, c'est vrai que c'est important. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de soutien dans ma ville à Toulon, ni par de tellement d'autres collectifs, à part le Comité Action Palestine Bordeaux que je soutiens, qui sont vraiment très bien. Et voilà, j'espère que la solidarité va se développer. Et merci aussi de montrer quelque chose peut-être d'un peu plus constructif que des actions un peu kamikazes, diraient certains. Effectivement, d'en discuter auprès de vous. Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi, au début c'est une réaction presque émotionnelle, mais c'est vrai que j'ai pu par exemple à l'église à Toulon parler avec des personnes même qui avaient le cerveau vérolé par cette propagande sioniste. Et en fait de leur montrer que voilà, les Palestiniens sont nos frères, c'est pas un combat des chrétiens contre des judéo-chrétiens soi-disant contre les musulmans, c'est complètement faux. C'est pas un combat non plus anti-blanc. Enfin, là, je vois qu'il y a le drapeau de Nice par exemple, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut montrer en fait. On est tous chez nous, on est tous enracinés, on défend nos familles, on défend nos vies et avec nos côtés nos frères palestiniens qui en font de même. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage et tout mon soutien. Et je voudrais dire une chose, Investigation, c'est un média participatif. Donc j'aimerais bien que quand il y a une répression comme ça et quelqu'un qui garde ses principes, qui continue à affirmer ses valeurs, ce soit raconté chez nous, juste un témoignage concret. Donc j'attends l'article et ça permettra de développer la solidarité aussi parce que beaucoup d'autres gens vont le lire. Il y a une question là-bas, oui. Moi, j'ai la question de la donnée par rapport à l'élection de Donald Trump. Oui, est-ce que vous pensez que Donald Trump il va faire pencher, on va dire, l'échiquier géopolitique mondial? Écoutez, je vous arrête. J'ai parlé longtemps et je pense que là, vous êtes en plein dans le sujet de Saïd. Donc, vous prenez votre ticket et vous aurez sûrement une très bonne réponse. Je pensais mieux. Oui. Je n'ai pas de question. Je voulais citer 2 fois BDS. Et en fait, donc l'opération de la vérité, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, il faut aller voir parce que c'est vraiment bien de savoir comment. Mais par exemple, Palestine vaincra ou même BDS sur les sites, ça coûte 1 €, 1,20 €, vous avez 50 autocollants. On travaille avec eux, on fait venir les autocollants. Oui. Voilà, donc sur internet, vous tapez par exemple BDS. Collectif Palestine vaincra et BDS. Voilà. T'en as un à Aix, ils te les envoient direct. Voilà, on peut trouver très facilement, faites vos courses, avocat provenance Israël, quand vous collez l'autocollant sur le... On en a, moi je le distribue en manif tous les samedis. Très bien, j'aimerais réagir. Attends, est-ce que... Myriam Non, j'aimerais réagir sur ça. Ah pardon. Est-ce que ça serait possible de préparer des actions de boycott au magasin Carrefour qui le méritent bien en étant le plus nombreux possible, en filmant et calmement bien sûr pour ne pas être accusé, mais et en diffusant des bonnes vidéos où aussi vous discutez avec les gens justement dans cette idée. Et les consommateurs sont évidemment pas des ennemis, au contraire. Et donc, moi je me souviens, dans les années 80 et 90, je faisais cette action dans la ville de Liège où je vivais à l'époque. Et on était les femmes chrétiens, les syndicats socialistes, Oxfam, des ONG, moi gauchiste. Et on était tous ensemble le samedi matin à l'entrée du Carrefour, qui avait un autre nom à l'époque. Et on expliquait ça aux gens et ça marchait très très bien. Et la contribution du monde entier à la campagne contre l'Afrique du Sud a soutenu formidablement la révolte des organisations noires, des organisations de libération et a beaucoup contribué
Donc il y a des leçons à tirer de ça. Et je pense que le boycott, ça peut pas être oui, moi je boycotte ça. Ça peut être vraiment, ça doit être des actions très très collectives avec directement la diffusion de bonnes images faites autour. Oui, mais... Voilà. Excusez-moi, Michel, concernant Carrefour, alors, vous m'entendez ou il faut que je prenne le micro? Alors, pour répondre à la question de madame, donc nous en manifestation, déjà, on passe devant Carrefour, on passe devant, je sais plus, non pas SFR, McDo, on passe devant Starbucks, et on le dit en manifestation, boycott. Par contre, on a eu avec plusieurs organisations, notamment le Soulèvement de la Terre, Urgence Palestine Marseille et d'autres collectifs, nous on le fait régulièrement. Et le 14 décembre, Jazzy est au courant aussi, Terra Solidaire aussi, on a une action nationale, c'est-à-dire tous les UP, Urgence Palestine, ont décidé que le 14 décembre, il y aurait une action nationale devant chaque carrefour, dans chaque ville. Puis à BDS Montpellier, avec José Louis, ils font un travail magnifique aussi là-dessus. Donc, ce que tu disais, Michel, on a fait cette action-là commun, c'était au mois de mars, où ça a été filmé, c'était un peu comme on a demandé le 6 Fine Hour, non? Là, tu sais, quand on avait fait le truc, voilà, on a fait la même chose avec Carrefour, ça a été filmé dans toutes les villes à la même heure, au même moment. Donc ça, c'est des choses qu'on va reproduire le 14 décembre. J'invite tout le monde à vous rapprocher de chacun de vos collectifs, puisque ça va être national, ça va être filmé, ça va être fait ensemble. Mais on n'oublie pas le boycott, ne vous inquiétez pas. À Marseille, ça fait un an. Juste une chose, j'attends l'article. Parce que ça veut dire, oui, quand on me rencontre, on repart avec du boulot, hein, c'est comme ça. J'attends l'article. On n'en avait pas assez à urgence. Mais non, vous n'en aviez pas assez, j'en rajoute. J'explique pourquoi. Nous, on n'a pas la capacité d'écrire sur toutes ces actions. Et en plus, Soraya, vous connaissez bien la situation et vous pouvez mieux l'expliquer. Donc, il ne faut pas faire des grandes phrases et un roman, mais expliquer le pourquoi, montrer déjà des photos. Et cet appel-là, il va vous amener des gens qui peut-être ne vous connaissent pas encore, mais qui nous lisent, etc. Donc, c'est pourquoi très très important l'info dans chacune des actions. On va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis on laisse quelqu'un qui n'a pas déjà posé une question. Il y en a une. Allez, une là et puis on fait pause. L'Occident prépare-t-elle une troisième guerre mondiale? L'armement jour et nuit est un régime et on voit... On a bien entendu? L'Occident, mais ça va être aussi une question pour Saïd, il est temps qu'il travaille aussi. Hein. L'Occident prépare-t-il une troisième guerre mondiale? Vous êtes en plein dans... je ne peux pas tout faire. Hein. Je lui ai demandé, et il a écrit un livre magnifique, Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va vous expliquer qui est derrière Israël et où est le véritable ennemi et quelle est la place de l'attaque contre la Palestine dans l'ensemble de l'attaque du monde. Donc j'en ai dit deux mots et je ne vais pas le répéter, mais Saïd va vous expliquer ça vraiment très bien. On ne va pas pouvoir tout prendre, on prend, allez, encore une là, mais très brief, et moi je réponds en deux mots. On va peut-être prendre Eric, Oui. parce qu'après il doit partir à Dieudonné. Dans l'argument qui dit que le Hamas n'est pas forcément identifié différentes influences. J'ai pas bien entendu que le Hamas est une organisation. Ce ne serait pas une entité homogène. Ah oui. Il y aurait des groupes qui seraient un peu plus radicaux. Qui a des tendances différentes. Donc la question est, le Hamas, n'est-ce pas des tendances différentes, etc. Mais je suis sûr que si. Et je pense que dans toute organisation ou parti, vous avez une unité d'action, mais aussi des conceptions différentes et des tendances, et c'est normal, et c'est ça dans une organisation. Après, l'unité d'action est appliquée, face à l'ennemi, tout le monde se bat, et voilà. Mais on a de toute façon vu une évolution dans le Hamas, il y avait la tendance Qatar, il y avait les tendances locales, on a vu une radicalisation, un changement de position sur la Syrie et d'autres questions, et je crois que c'est cette évolution aussi qui explique l'action du 7 octobre, et maintenant la manière extrêmement déterminée et héroïque de résister à Israël malgré tout ce qu'il fait. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec tous les points du programme et de la conception du Hamas. Moi, je constate et je souligne qu'il y a aussi le FPLP, le FDPLP. Je constate qu'ils combattent ensemble
et qu'ils sont en parfaite unité d'action, et c'est ça qui est le plus important pour moi. D'ailleurs, c'est un bel exemple à montrer en France, où malheureusement, dans une série de villes, il y a des chamailleries incessantes et le refus d'unité d'action entre toute une série de groupes, comme on a vu encore les gens. Voilà, écoutez, on m'a raconté les choses qu'on raconte sur moi ici à Nice. Je voudrais vous appeler à bouger là-dessus aussi. Hein. J'en ai parlé hier à Marseille, ça se passe un peu partout. Soyons clairs, il y a des gens qui se disent de gauche et pour la Palestine, et Colomb, non, c'est un complotiste. Ces gens-là, ou c'est un ami des dictateurs, ou c'est un antisémite, ou c'est un extrême droite, enfin voilà, toujours des étiquettes. Vous remarquerez une chose. Jamais il ne cite une phrase que j'ai dite, une ligne que j'ai écrite dans un livre, ou une phrase dans une vidéo. Jamais. Ou dans mes livres, rien du tout. C'est toujours Colomb a rencontré il y a longtemps un tel qui lui a rencontré un tel qui entre-temps a dit ceci. Donc Colomb est d'accord avec tous ces gens-là. C'est la technique de l'amalgame. Et après, quand vous leur dites, mais prouvez ce que vous dites, venez discuter avec le public, ah non, je ne sais pas, mais on m'a dit. Ça, c'est le règne de la rumeur. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui ont lancé ça sont les sionistes. J'ai eu des débats chez Tadi à Ce soir ou jamais, où les sionistes n'ont pas gagné. Je leur ai dit, Israël est l'État le plus raciste au monde, et quand ils ont essayé de me déstabiliser, je ne me suis pas laissé faire. Ils ont donc décidé qu'il ne fallait plus discuter avec moi. François Hollande a d'ailleurs finalement supprimé l'émission tout simplement, et ils ont décidé qu'il fallait me diaboliser et me calomnier. Vous avez là-bas un livre de Ilan Pappé, La propagande d'Israël, dans lequel le dernier chapitre raconte les propres travaux menés par les experts israéliens de la désinformation, dans lesquels ils disent, je cite, « La guerre contre ceux qui nous critiquent, c'est une guerre contre l'opinion, ils disent eux-mêmes, et il faut la mener par tous les moyens possibles, mais il ne faut jamais discuter sur les faits. » Et donc malheureusement, on a des groupes qui se disent de gauche en France et qui répètent des calomnies, de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, de Rudi Reichstadt et de gens comme ça. C'est quand même lamentable et ça pose beaucoup de questions. Je fais d'ailleurs une parenthèse, ce que vous êtes de Nice, c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre. Moi, j'ai eu énormément de problèmes à organiser cette conférence. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai été contactée par les équipes d'investigation et de Télé-Palestine pour recevoir Michel et Saïd ici, je l'ai de suite proposé au collectif Logique. Il y a toutes les associations qui sont dedans. Je leur ai dit, écoutez, j'ai été contactée, c'est une aubaine pour nous, c'est génial, venez, on les reçoit. Si vous voulez, on mène le projet ensemble, on l'organise ensemble. Certaines personnes étaient contentes parce que tout le monde connaît Michel Colomb. En fait, on ne peut pas enlever le travail de Michel et de Saïd, donc tout le monde sait ce qu'ils font, donc tout le monde est content. Mais sauf qu'ils ont eu peur, en fait, ils se sont un peu chiés dessus. Et du coup, ils ont dit non, Michel Colomb, il est controversé. J'ai dit, alors, même si on met de côté déjà Michel Colomb, vous êtes en train de vous passer de Saïd Bouamama, mais en plus, Michel Colomb, en fait, la controverse, elle vient d'où? Vous lui reprochez quoi? Tout le monde à Nice a refusé, sachez-le, le collectif avec lequel vous travaillez, avec lequel on fait nos manifs tous les samedis, ont refusé de recevoir Michel Colomb et Saïd Bouamama. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette salle et pour laquelle j'ai dû faire tout ça en privé, sans que personne ne le sache, sans donner le lieu, pour éviter, attends s'il te plaît je termine, pour éviter d'un côté que ça se repasse comme à la conférence de BDS où il y a un sioniste qui est venu se rouler par terre en disant on tape, donc j'ai dû filtrer et vous rencontrer tous un par un, et aussi ne pas donner le lieu et tout ça, parce que j'ai aussi des gens du collectif qui écrivent des courriers contre moi à la préfecture de police, parce que je fais un boycott McDo, alors qu'on en a fait des centaines tous les mois. Donc il faut que vous sachiez que même dans le collectif et même dans les gens qui sont pro-militants à la manif, il y a des gens qui jouent contre nous, qui racontent des conneries sur moi et qui ne veulent pas recevoir des gens comme Michel Colomb et comme Saïd Bouamama. C'est dommage de se diviser comme ça, on est déjà peu à soutenir cette cause, on doit être tous unis. Comme je disais tout à l'heure, on s'aime ou on s'aime pas, on doit être tous unis pour la Palestine. Très bien, on prend encore en vitesse une dernière question et puis on fait une petite pause. Je disais juste en fait que c'est... Il y avait mademoiselle derrière, je m'excuse, il y avait mademoiselle. Vas-y, mademoiselle. Ah, tu vas parler plus fort toi. Dans vos travaux et dans la conférence, vous discutez souvent le rôle des médias dominants dans la fabrication du discours. Comment pensez-vous que les citoyens peuvent aujourd'hui s'informer de manière indépendante dans le contexte de la surinformation? Comment s'informer? Excellente question. Alors effectivement, Fabriquer un consentement, je l'ai mentionné mais j'ai oublié, c'est un livre magnifique qui explique comment fonctionne la propagande de guerre, comment notamment on fait pleurer sur les bonnes victimes
et on cache les mauvaises, et aussi le pourquoi. Quelle est la structure de l'industrie médiatique qui fait que ça doit fonctionner comme ça et que ce n'est pas la peine d'essayer de la réformer. La question comment s'informer, c'est pour ça qu'on a créé Investigation, c'est-à-dire pour créer une info indépendante avec des articles, des vidéos et essayer d'apporter l'information de façon claire, compréhensible pour tout le monde. On essaie vraiment de parler et de se faire comprendre de tout le monde et d'une manière simple que chacun peut utiliser autour de soi. Parce que ça, c'est notre idée. Ce n'est pas une info entre convaincus, c'est une info qui va devoir servir et être utilisée partout. Comment accéder à une bonne information? Je dirais, ne croire personne sur parole. Donc pas moi non plus. Ça veut dire tout réfléchir, vérifier, confronter, vraiment utiliser son cerveau. Bien sûr, on n'a pas l'occasion d'étudier toutes les questions et de faire des enquêtes, ça prend du temps. Donc il y a des questions qu'on peut étudier et là-dessus, je pense qu'il faut essayer d'être actif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se faire un avis, mais il faut essayer d'aider les gens à réfléchir autour de ça et diffuser des choses. Et sur les questions qu'on ne peut pas trancher, parce qu'on n'a pas le temps d'aller vérifier les faits, que ça prend, voilà, on ne sait pas toujours assez rapidement, appliquer cette histoire des 5 principes de la propagande de guerre. Vous recevez une info, posez-vous la question, est-ce qu'on m'a parlé des intérêts économiques, est-ce qu'on m'a parlé de l'histoire, est-ce que je suis en présence d'une diabolisation et est-ce que je suis en présence d'un monopole, est-ce que j'ai entendu l'autre version ou non? Voilà quelques conseils que je donne. Maintenant, si vous souhaitez, j'ai rédigé un manuel du journalisme pour les gens qui veulent écrire mais qui n'avaient aucune préparation là-dessus. Ce n'est pas du tout si compliqué. Avec des conseils, je peux l'envoyer, c'est gratuit. Et on vous accueille si vous avez envie de participer à l'info, de rédiger des choses, ou en photo, ou en vidéo. On en a vraiment besoin. Et donc, j'ai demandé des sous, mais je demande aussi des coups de main. Et notamment, je pense que maintenant, on passe à la pause. Et vous pouvez déjà venir vous désaltérer ou prendre les bouquins de Saïd et de moi et on vous les signera volontiers ou remplir vos formulaires et donc on pourra discuter les coups de main possibles. Merci, à tout de suite. Merci. Juste un truc, il me manque 10 € pour payer la salle. Je vends des canettes à 2 € si jamais vous en voulez. Il me manque juste 10 €.